Donc ravi de vous avoir avec moi pour cette première classe virtuelle. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir échanger un petit peu mon expérience au travers de cette formation et aussi au travers de ces classes. Donc chaque semaine, nous aurons ces classes qui permettront d'avoir cet échange direct. Vous avez déjà échangé, enfin en tout cas vous avez déjà eu euh, ma personne en vidéo et au travers certainement aussi d'audio durant cette semaine de formation. Et là, ça me permet moi de vous voir aussi. J'ai pas encore pu répondre à vos emails si vous m'avez partagé vos exercices cette semaine, mais je tâcherai d'y répondre et vous aurez une réponse pour chaque réponse proposée pour cette formation. Est-ce que par rapport à la première session de formation, vous avez des questions? Et peut-être même juste dans un premier temps, même si oui, il n'y a que vous deux, on peut peut-être faire un petit tour de table, simplement pour savoir quelles sont vos aspirations par rapport à cette formation, pourquoi vous êtes là, tout simplement. On va Qui commencer par commence? Mathilde. Ça commence. Honneur aux dames. Allez, on est galant. Allez. Donc moi, Mathilde, je suis donc coordinatrice dans une clinique vétérinaire sur le suivi sanitaire et la gestion des stocks. C'est un poste support, un poste qui se fait pas normalement en clinique vétérinaire. C'est un peu une création et donc par ce poste, j'ai pas mal d'envie d'améliorer certaines choses dans la clinique et donc forcément beaucoup de projets avec ma collègue. Elle qui est formée sur la gestion de projet et moi-même, enfin moi pas du tout. Et donc c'était l'occasion de me lancer là-dedans, voilà, de connaître un peu plus. Bon, je pense que j'ai déjà fait de gestion de projet, mais pas, voilà, j'avais pas les mots dessus ni peut-être les outils pour le faire. Voilà, donc je pense que c'est utile d'avoir les outils et j'en ai appris un peu cette semaine, donc c'est pas mal. Tant mieux, c'est un bon début. Et Guillaume? Merci Alors pour le tout. moi, donc Guillaume, je suis chargé du département électronique dans une petite boîte. On fabrique des machines-outils. De la même manière, j'ai fait pas mal de gestion de projet, mais sans le dire et sans forcément avec les mêmes outils, même si on retrouve les mêmes problématiques. Mais cette formation, c'est à la fois théoriser ce que j'ai déjà mis en pratique, donc, normalement on fait dans l'autre sens, et C'est d'y aussi arriver. compléter compléter la gestion de projet, prendre peut-être aussi des bonnes habitudes qu'on n'a pas forcément quand on fait ça un peu en Sur le autodidacte, on va terrain. dire. Ouais. Et, euh, et puis même au niveau employabilité, je pense que c'est un mieux de pouvoir mettre ça en avant, d'avoir cette formation, alors c'est pas un titre, mais que ce soit reconnu en plus par l'État, Par c'est l'État, un oui, plus. c'est vrai, il y a une vraie certification au bout. Et ce qui est bien avec cette formation, c'est que donc je l'ai créée, hein, ça vient de ma tête, hein, c'est pas d'intelligence artificielle, déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, alors j'ai pas de mauvais avis dessus, hein, mais c'est simplement pour vous dire que ça vient bien de mon expérience. Et dans un second temps, c'est vrai que je me suis totalement décorrélé de ce qui pouvait être présenté pour l'examen. Ça veut dire que j'ai eu les thématiques, mais j'ai jamais eu d'échange avec les animateurs que vous aurez hein, à la fin euh, pour cette certification. Et par rapport à ce que j'ai proposé, j'ai eu l'entière validation du contenu, alors que je n'avais pas forcément connaissance de ce qu'il allait être vraiment évalué. Donc c'est pour aussi hein, pour ma satisfaction personnelle, quelque chose qui est un gage de qualité par rapport à cette formation. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien pour moi de pouvoir vous partager mon expérience qui est vraiment reconnue comme passage aussi à l'examen. Donc c'est aussi une bonne chose. Très bien. Alors cette semaine, vous avez vu pas mal de choses sur la plateforme Rework, notamment le démarrage du projet. Je vais vous partager mon écran et on va aborder les différentes notions qui ont été abordées cette semaine. Et surtout après, hein, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Hein. C'est un échange direct, hein, il n'y a pas de formalisme entre nous. Euh, donc le démarrage du projet, c'est important par rapport à l'identification surtout des acteurs. C'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier de mettre un titre derrière une personne qui réalise un projet. Et c'est pour ça que démarrer en identifiant qui doit faire quoi, qui a quelle responsabilité, c'est important de le faire dès le départ. Alors ça peut évoluer au fil du temps, hein. Ça peut évoluer durant la vie du projet. Le projet et même cette initiation qu'on a du projet reste une perspective.
Et quelque part, après, les gens sont libres, hein. Ils ont aussi une vie. Ils peuvent changer de métier, changer d'entreprise. Donc, ce n'est pas gravé dans le marbre que d'avoir le titre d'une personne associée à un projet. Elle peut aussi évoluer dans le temps. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, par rapport aux différents rôles qui sont proposés, donc du commanditaire au support projet, c'est des rôles qui sont importants d'identifier, mais surtout, c'est important de comprendre que parmi ces rôles, il y a des rôles clients et des rôles fournisseurs. Et quelque part, ce que je propose, c'est de ne pas confondre, en tout cas de ne pas assimiler deux rôles qui font pas partie de la même catégorie. Bonjour Charlotte, Bonjour. 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 on vient de démarrer, pas de souci. Donc l'idée est que il est possible qu'une personne endosse plusieurs rôles dans un projet. J'ai eu le cas d'une personne qui avait un projet familial de création de montagnes russes ou d'un petit parc d'attractions local. En effet, hein, elle faisait son projet avec son mari et sa tante. Donc difficile de pas être par exemple à la fois et commanditaire et chef de projet. Donc ça peut se comprendre. Mais dans l'idéal, le commanditaire, c'est un rôle unique. Donc il y a une personne qui doit l'endosser et cette personne ne peut pas endosser d'autres rôles. Et ensuite, tous les rôles clients que sont le responsable utilisateur, par exemple, ne peut pas être associé à un rôle fournisseur comme le responsable fournisseur, le chef d'équipe, le chef de projet ou le support projet, puisque on serait dans une position d'être jugé partie. Donc ça, c'est un cas idéal. J'ai eu des cas d'exception où en effet, hein, une personne qui était aussi chef de projet était responsable utilisateur. Le cas qui m'avait été exposé, bon, on pouvait comprendre que ça pouvait se faire. Mais dans l'idéal, c'est de scinder cette partie client de cette partie fournisseur. Donc, je ne vais pas détailler tous les rôles, vous les avez vus cette semaine sur la plateforme, mais voilà comment devrait s'articuler votre projet au niveau des acteurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux différents rôles dans le projet? Non. C'était clair après sur les parties acteurs du projet de la formation. Parfait. Ensuite, par rapport au cahier des charges. Donc le cahier des charges, pareil, très important de l'avoir dès le départ. Le cahier des charges, alors là vous le voyez sous forme d'un tableau, mais au début, c'est vraiment le petit échange que le commanditaire a avec vous en tant que chef de projet. On va dire à la pause café, sur un coin de table, vous avez cette petite note où le commanditaire va vous dire, ok, j'ai besoin de toi pour réaliser ce projet. Grosso modo, j'ai ça comme budget. Grosso modo, ça sert à ça. Et grosso modo, il me faudrait que je l'ai pour telle date. Donc voilà, ces histoires de grosso modo vont de votre côté se synthétiser sous ce tableau qui est le cahier des charges. Ce cahier des charges, c'est un petit peu les prémices du projet et c'est ce que vous devez avoir comme petite feuille de route qui va vous permettre d'extrapoler chaque partie pour en extirper le business case. Donc ce cahier des charges, c'est important de l'avoir. Il y a peut-être un élément qui est manquant sur la plateforme et que je vais faire ajouter, donc je vais faire mettre à jour, c'est la partie contrainte. Donc il y a à distinguer avec les répercussions, hein. Donc les répercussions, c'est un effet négatif qu'on pourrait percevoir à l'issue du projet. Grosso modo, le projet se réalise et on pense qu'il va y avoir un effet négatif à l'issue de ce projet, contrairement aux bénéfices qu'il apporte à l'entreprise ou qui apporte au projet. Et les contraintes sont les contraintes qui vont devenir des risques. Donc du coup, quelles sont les contraintes qu'on va devoir évaluer, quantifier et peut-être qu'on va devoir surmonter pour la réalisation du projet. Donc c'est bien d'en être conscient et peut-être quelque part ces contraintes vont devenir des risques dans le business case. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cahier des charges? Donc là, excusez-moi, c'est parce que je prends en cours. Là, oui, l'idée, c'est de rebalayer finalement tout ce qui a été vu cette semaine. Grosso modo, oui, c'est ça. L'idée, c'est de rebalayer les notions de cette semaine et de voir si vous avez des questions par rapport à ce qui a été vu et que je puisse les détailler si nécessaire. Et comme ça, on fait un petit peu le point sur ce qui a été vu cette semaine. Oui, c'est le but des différentes classes virtuelles qu'on aura chaque semaine. Juste une question par rapport aux contraintes. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Parce que
Alors, si on va prendre le cas de l'anniversaire de mon neveu, hein, qui va se dérouler bientôt d'ailleurs, les contraintes pour cet anniversaire seraient du coup de faire face au mauvais temps, puisque c'est un anniversaire qui va se dérouler au mois de novembre. Penser peut-être à une alternative si Ouais. il prévoit une grosse pluie, de prévoir soit un barnum qui va recouvrir le baby-foot, soit de penser à une autre activité qui ne nécessite pas d'être à l'extérieur, et du coup, penser à cette contrainte-là. Donc, Ok. lorsqu'on va extirper cette contrainte dans le business case, ça va devenir un risque. Ce risque va être un risque que le projet soit impacté par la pluie. Et donc, pour répondre à ce risque, on propose d'investir dans un barnum ou déjà de solliciter un espace comme un gymnase pour réaliser l'anniversaire, par exemple, une salle de fête. D'accord. Mais une contrainte n'est pas obligée de se réaliser ou on peut définir dans le cahier des charges des contraintes qui vont, par exemple, tel projet devra suivre telle norme. C'est la contrainte. Oui, Ça, ça peut être ça également. La contrainte d'accord. peut être un, un élément à prendre en compte pour la réalisation du projet. Donc, en effet, la variable temps dans le cas de l'anniversaire, c'est une chose. Euh, la contrainte de suivre une norme spécifique pour la réalisation du projet fait partie à la fois du contexte, puisque quelque part, on va dire que le projet doit se réaliser en suivant la norme temps, mais ça peut être aussi une contrainte, si la norme est très spécifique, de dire que la contrainte implique des éléments très drastiques à prendre en compte, donc à bien prendre en compte, sinon le projet ne peut pas se réaliser. On peut le ressouligner sous une autre forme dans la partie contrainte. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc ensuite, le cahier des charges devient business case. Donc pour passer du cahier des charges au business case, vous avez toute cette partie d'analyse qui va permettre de construire ce business case qui est le contrat que passe l'entreprise avec l'équipe projet, avec le chef de projet. Donc ce business case va détailler tous les points qui vont être utilisés comme exécution pour le projet. Donc, quelque part, dans les bénéfices, on va avoir, le bénéfice, ça peut être un chiffre à la volée proposé par le commanditaire lors du cahier des charges. Par contre, il va être scrupuleusement calculé lors du business case. On va, par exemple, bien prendre en compte la période de réalisation des bénéfices et donc avoir un chiffre qui est suffisamment précis. Donc, même si le chiffre espéré va dépendre de quand le projet est réalisé, quelque part, les bénéfices démarrent une fois que le projet est réalisé. Donc, si le projet est en retard de 1 ou 2 mois, quelque part, lorsqu'on va arriver à la fin du projet, on va recalculer ce bénéfice en disant, bah, finalement, le bénéfice sera pas de temps, il sera plutôt de temps puisque le projet a terminé un petit peu en retard, par exemple. Mais il faut garder en tête que le business case reste une estimation. Ça reste une estimation détaillée, mais une estimation quand même, une perspective qui peut aussi évoluer au fil du temps. Donc, en effet, on a plusieurs paramètres. Donc, le bénéfice, les contre-bénéfices, le délai, en tout cas la durée du projet, le coût du projet, le retour sur investissement et les risques. Tous ces paramètres évoluent au fil de temps. Là aussi, c'est pas gravé dans le marbre. On l'inscrit pour pouvoir démarrer le projet et pour avoir l'approbation de l'entreprise pour le démarrer. Mais rien n'empêche que ces paramètres évoluent au fil de temps. Par exemple, lorsqu'on parle du retour sur investissement, donc on n'en parle pas forcément lors du cahier des charges, mais lorsque le cas d'affaires est proposé pour approbation, certains projets peuvent être approuvés sans avoir un retour sur investissement positif. On peut avoir le cas de projets qui nécessitent un investissement simplement pour fluidifier, par exemple, des échanges entre deux services qui se parlaient par formulaire interposé et voie postale, par exemple. Donc, quelque part, le bénéfice d'avoir un logiciel pour permettre de communiquer sur des informations spécifiques va permettre à l'entreprise de gagner du temps. Donc, c'est factuel. Par contre, pouvoir calculer combien ça va rapporter à l'entreprise, ça va être difficile de le faire. Donc, on peut avoir des projets qui sont approuvés sans avoir forcément une valeur bénéfice pécuniaire chiffrée. C'est le cas aussi de l'anniversaire. Faire un anniversaire, ça coûte des sous, ça rapporte rien, mais quelque part, on a aussi le bénéfice d'avoir le sourire sur le visage de son neveu ou de son fils. Donc quelque part, c'est un investissement qui permet de garder des bons souvenirs et quelque part, ça n'a pas de prix.
Et pour les risques, c'est parfois très difficile d'identifier des risques. Donc, on parlait de contraintes dans le cahier des charges, mais les risques sont importants d'être identifiés dans le business case. Mais les risques vont vous permettre d'asseoir un peu plus votre crédibilité en tant que chef de projet. Quelque part, comme je disais, le business case et le projet, ça reste une perspective, ça reste une estimation. Mais on part pas avec la fleur au fusil. Donc, c'est toujours bien d'être conscient qu'un projet, c'est des enjeux, mais aussi des risques que le projet peut rencontrer. Donc, les présenter lors du business case, ça montre aussi que vous êtes conscient que le projet n'est pas forcément tout beau, tout rose, et qu'il y aura aussi peut-être des effets négatifs à prévoir durant le projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport au business case? Oui. Mettons, on a un projet d'une certaine ampleur qui va nécessiter des petits projets de moindre importance. Et donc pour évaluer le projet de plus grande importance, on est obligé d'évaluer les projets de plus petite importance, mais parfois on est tributaire de certains. Par exemple, s'il faut réaliser quelque chose à l'extérieur, on va être tributaire de ce fournisseur. On ne sait pas par avance combien ça peut coûter, alors que ces petits projets, leurs coûts peuvent avoir une importance dans le coût du projet. Comment on peut, enfin, je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais comment on peut évaluer du coup le coût global du projet, vu qu'on a des inconnus? On peut avoir ces inconnus identifiés dans le business case lorsqu'on le soumet. L'idée est d'avoir aussi, dans la mesure du possible, une estimation, une fourchette. Donc une fourchette basse, une fourchette haute. Parfois, c'est ce qui permet à l'entreprise de dire, waouh, si c'est vraiment ça, non, j'y vais pas. Donc soit on arrive à proposer une finesse avec le fournisseur, en tout cas d'avoir une fourchette et d'avoir cette garantie que cette fourchette ne devrait pas bouger. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette variable-là, c'est difficile de pouvoir proposer une évaluation qui est la plus complète possible. Il y a pas mal de projets qui sont soit retoqués, soit pas pris en charge, parce que justement on a cette variable qui n'est pas identifiée. Mais pour l'entreprise, il faut le comprendre aussi. Si elle s'engage sur quelque chose qu'elle ne connaît pas et que finalement le budget est bien plus important que ce qu'elle pensait, elle n'aurait jamais pris la décision d'y aller. Donc c'est compliqué, mais dans la mesure du possible, essayer d'avoir un minimum d'informations avec le fournisseur pour avoir cet engagement. Ou bien de se dire, ce sera cette fourchette-là. Si c'est pas cette fourchette-là, bah, écoutez, on arrête tout. On démarre l'activité, et puis si le fournisseur a une évaluation qui va au-delà, finalement, on arrête le projet. Il faut pouvoir le prendre en compte. J'ai répondu à ta question? Yes, oui. Parfait. Si pas d'autres questions par rapport au business case, la dernière partie était liée au volet communication. Donc la partie communication par la matrice ou le plan de communication, c'est aussi important de l'avoir dans le projet. Alors en revanche, je préconise de bien y avoir un plan de communication. La matrice est plutôt applicable dans un contexte où les parties prenantes, les personnes qui sont censées avoir une communication par rapport au projet est très volumineuse. Grosso modo, qu'on a beaucoup de personnes auprès de qui communiquer. Mais si en effet on a un projet de taille mesurée, la matrice est peut-être facultative. En tout cas, le plan de communication qui lui suit le planning du projet, c'est important de l'avoir parce que ça permet de savoir à quel moment on doit communiquer et à qui. Donc c'est important d'avoir cet outil pour suivre les communications et aussi cocher quand on a communiqué et ce qu'il reste à faire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce volet communication? J'imagine que non. Et globalement, par rapport à cette semaine de formation et par rapport à l'ensemble des notions, est-ce que vous avez des questions, même des choses que vous n'avez pas vues et vous vous posez la question, est-ce qu'on va les voir ou pas? Je me lance alors. Allez, vas-y. Merci. Pour l'instant, ce qu'on a vu semble. Enfin, pour moi, c'est tous les basiques qui sont nécessaires, donc ça me met dans le bain. Je trouve ça hyper cohérent.
j'ai peut-être 2 retours. Le premier, c'est de savoir en termes de planification, méthodologie, c'était ça, mais j'en avais parlé un petit peu dans un email à l'avance, donc sans aller dans les détails de ce qu'on ne fera pas, mais plutôt de voir la méthodologie. Je crois que c'est plutôt la semaine prochaine, c'est ça? Oui, alors attends. Il me semble que la semaine prochaine, il y a une partie planification, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, on l'aborde. Ok, sachant que moi ma seule difficulté elle est un peu à me projeter sur ces sujets parce que dans l'univers de l'hôtellerie-restauration on n'a pas spécialement et t'en parlais tout à l'heure sur un projet que t'as accompagné où effectivement il y avait la tente, la mer, etc. avec chacun de ces 2 casquettes et donc c'est tellement le cas aussi de notre secteur où finalement dans le plan idéal tous ces rôles effectivement je comprends l'importance mais qu'effectivement sur le terrain on n'a jamais toutes ces ressources en fait et qu'on a tous besoin d'endosser plusieurs casquettes. Du coup, ce qui fait que dans la suite des exercices, j'ai toujours besoin de faire une petite gymnastique en me disant ok dans le monde idéal et ok dans le monde de l'hôtellerie comment on avance. Voilà. Et la deuxième chose, c'est de savoir est-ce que par rapport aux petits exercices qui nous sont demandés, est-ce que tu nous fais des retours Est-ce que ça c'est prévu ouais. C'est bien prévu, donc oui, je le disais à Guillaume et Mathilde avant que tu arrives. J'ai un petit peu de retard sur les réponses, mais il est bien prévu que je réponde à tous vos emails, donc pas de souci. C'est bien prévu. Et surtout, n'hésitez pas, hein, donc je parle à vous trois, n'hésitez pas à me poser des questions sur donc par rapport à votre projet, s'il y a quelque chose que vous arrivez pas à transposer, donc comme tu le disais Charlotte, et que du coup vous vous dites ben ça c'est la théorie mais moi dans mon contexte ça marche pas ou je vois pas du tout comment l'appliquer, n'hésitez pas, je suis aussi là pour vous conseiller et vous dire peut-être que là ça s'applique pas parce que ton contexte est de cette manière-là, mais par contre tu pourrais le transposer de cette manière-là. Donc n'hésitez pas, je suis aussi là pour vous guider et c'est pour ça, hein, c'est le but des exercices d'avoir aussi votre contexte projet. C'est peut-être pas écrit à chaque fois, mais si par rapport à un exercice donné, vous pouvez utiliser votre contexte à vous, même plutôt que l'exercice, si vous voulez gagner du temps, ce sera plus parlant pour vous de le faire avec votre contexte qu'avec celui de l'exercice, si ça vous parle plus. J'ai pas de problème avec ça. Ok, merci. Justement, j'ai une question par rapport au projet, justement dans le premier jour, la gestion de projet, sur la capsule gestion de projet. Il y a une mise en pratique qui concerne, entre guillemets, votre projet. Mais il faut préparer un projet pour cette formation ? Alors, l'idée par rapport à la formation et aux mises en pratique, c'est d'utiliser un de vos projets, donc soit un projet que tu réalises, soit que tu as déjà réalisé ou dans lequel tu as trempé, dans lequel tu n'étais pas forcément chef de projet ou pas, mais de le prendre en exemple. Et du coup, il y a plusieurs mises en pratique dans la formation où je dis, par rapport à ton projet, comment ça se passe, je pense qu'il y a le plan de communication, je crois que ça en fait partie. Donne-moi le plan de communication de ton projet, est-ce que tu en as un? Et si t'en as pas, propose-en. Voilà, c'est l'idée. D'accord. Ok. Non, j'avais peur qu'il fallait vraiment coupler un projet à la formation dans ce cas-là. Non. Il y a suffisamment de travail pour vous à faire. Donc, non. Il n'y a pas de problème. D'accord, on peut piocher dans l'historique et prendre des cas qu'on a eus. Ok. Bien sûr. Et du coup, c'était le cas du Padlet. Hein, donc, à la fin de la dernière colonne, c'était quel projet tu prends en exemple. Du coup, c'est ce projet-là, du coup, auquel on fait référence. Oui, j'ai mis à définir, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est pas une question. Enfin, c'est pas une question. C'est, je voulais voir avec les autres personnes. Est-ce que vous vous connectez d'un ordinateur ou non, ou d'une tablette, du téléphone? Ordinateur. Bon, alors, ouais, non, j'aurais pas. Parce qu'en fait, j'ai contacté Karine, ça fait quelques jours, 2 jours que j'arrive plus à me connecter via la tablette. Et voilà, je voulais voir si c'était mon seul cas ou pas. Pas grave, je continue avec l'ordinateur. Bon. Après, tu peux bien exposer ton cas à Karine. Des fois, en fait, sur la plateforme, ils ont la capacité de voir par rapport à la version logicielle, etc., s'il y a un souci ou pas. Donc, s'il y a un problème identifié, que c'est plus pratique pour toi d'utiliser la tablette, n'hésite pas à lui envoyer un mail, tu me mets en copie et tu lui dis, voilà. Oui, je l'ai déjà eu au téléphone, mais c'était voir s'il y avait d'autres personnes qui l'utilisaient ou pas, mais bon, je sais pas. Ok, très bien. A priori, sur téléphone, ça marche
Ok, bon, bah alors ça doit être moi. Après, ça dépend de... C'est Android. Mais en fait, non, mais c'est que ça a fonctionné jusqu'à présent et ça fonctionne plus depuis J3. Je sais pas pourquoi, j'arrive plus à me connecter avec de la tablette. Mais le PC marche très bien, donc je finirai avec le petit PC, c'est pas grave. Je suis désolée, je dois vraiment me sauver parce que j'ai un rendez-vous à 14h et j'ai prévu plus de temps pour les prochaines vidéos. Pas de problème, Merci Charlotte. beaucoup. À la semaine On a prochaine. terminé de toute façon. La semaine prochaine. Merci, Charlotte, à bientôt. Et ben, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, si vous avez des Merci. questions, n'hésitez pas. Et on se voit vendredi prochain. Très bien. Ok. Bonne fin de journée. Bonne Merci, fin de vous journée aussi. à tous. Et bon Ciao. week-end.